Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir pour cette table ronde sur l'emploi des jeunes au nom de Val d'Europe Agglomération et à l'occasion du salon Place à l'Emploi qui a lieu le 21 mars aujourd'hui et qui a connu un grand succès. Je suis ravie de vous accueillir toutes et tous, nos intervenants, et je vais tout de suite céder la parole à Elisabetta Marigliano qui nous fait le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui. Un grand merci à toi, Elisabetta. Merci à toi, Corinne. Si on peut applaudir Corinne, parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à elle, entre autres. Je suis ravie d'être ici cette année aussi pour présenter cette table ronde autour du sujet l'emploi des jeunes. On essayera de répondre à différentes questions. Quelles sont les attentes et les aspirations des jeunes face au marché de l'emploi? Quel est le regard que les entreprises portent sur l'emploi des jeunes? Et comment ces entreprises arrivent à attirer et à fidéliser les jeunes? Et puis on essaiera aussi, grâce à la présence de Margot Quintero, de comprendre quels sont les dispositifs que France Travail met à la disposition des jeunes pour pouvoir trouver un emploi, voire même s'insérer dans le monde du travail et accompagner les entreprises dans le recrutement, notamment des métiers en difficulté. Donc, pour essayer d'apporter un éclairage sur ces questions, je vous demande d'applaudir de façon très, très importante et très forte nos invités. Bienvenue à Margot Quintero, directrice territoriale de France Travail. Cécile Balta, directrice des ressources humaines à Disneyland Paris. Ivan Marciano, j'ai bien prononcé avec l'accent un peu espagnol, Marciano, directeur général du groupe ITQ. Et Virginie Reiter-Morin, responsable des ressources humaines de Center Park Village Nature Paris. Alors, avant de donner la parole à Margot Quintero, j'aimerais bien que chacun de vous puisse se présenter en quelques mots et chiffres clés vos entreprises respectives. Vous avez les micros, je vous laisse la parole. Virginie, on peut commencer par vous. Center Park Village Nature Paris, donc c'est une destination écotouristique qui a ouvert ses portes en 2017. Donc on est sur 868 hébergements à date. On accueille des clients en entrée-journée, mais aussi en séjour. On a une extension de notre site qui arrive au deuxième trimestre 2025 avec 193 hébergements supplémentaires. Et pour les aficionados de Center Parks, notre rivière sauvage arrive aussi au deuxième trimestre 2025. Donc Village Nature, c'est 700 emplois directs sur site et on a plus de 240 salariés sous contrat Village Nature Tourisme SAS, dont 25 alternants. Parfait. Ivan. Bonjour à tous, donc Ivan Marciano, je suis le directeur général du groupe ITQ. Alors ITQ, c'est un groupe qui est dédié à la protection des personnes et des biens à travers l'installation de solutions électroniques ou des solutions humaines. Aujourd'hui, le groupe a 13 ans, plus de 300 collaborateurs et un chiffre d'affaires qui est dépassé les 28 millions d'euros. On est situé à Logne, donc en Seine-et-Marne, voilà. Et on va venir à Céris dans pas très longtemps. On a également des agences sur l'ensemble du territoire et on est en forte croissance. Donc on recherche effectivement pas mal de personnes, de profils pour nous accompagner dans ce développement. Merci. On reviendra aussi pour parler plus dans les détails. Cécile, Disneyland Paris. Bonjour, Cécile Balta, je suis directrice des ressources humaines à Disneyland Paris et j'ai notamment la responsabilité du recrutement et de la mobilité interne. Disneyland Paris, c'est 18 000 cast members, donc salariés, en CDI, en CDD. On fait à peu près 8 500 recrutements par an, 7 000 CDD et 1 500 CDI à peu près, de l'alternance aussi, 350 à peu près par an, hors contrats intermittents, 10 000 contrats intermittents par an, 500 métiers, 124 nationalités, 20 langues parlées. Oui, c'est pas mal. Voilà. Merci. Margot, alors, on parle de l'emploi des jeunes, mais la première question, quel est le taux de chômage des jeunes? Et quand on parle des jeunes, de quelle tranche d'âge on parle? Parce que je vois vraiment des chiffres et des statistiques qui ne sont pas forcément les mêmes selon les tranches d'âge. Bonjour à tous, ça va mal commencer parce qu'il y a des choses auxquelles je ne vais pas pouvoir répondre. Je ne peux grave. pas vous donner l'emploi des jeunes. Alors, il y a quand même différentes choses. Vous avez raison, les jeunes, c'est
c'est une catégorie. Du côté de France Travail, c'est 16-26 ans. Ok. En revanche, du côté de nos collègues des missions locales, ça peut être avant les 16 ans, parce que nous, on les inscrit qu'à partir de 16 ans, mais pour les missions locales, c'est avant. Et les missions locales s'arrêtent à 25 ans, alors que nous, on peut aller jusqu'à 25 ans, voire 30 ans quand ils sont en situation de handicap. Là, pour le coup, ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Oui. Pour le taux de chômage, c'est quand même beaucoup plus complexe. Ce dont je peux vous parler, c'est déjà vous donner le taux de chômage global quand même du département qui est de 6,7. C'est 7,2 pour l'Île-de-France, 7,4 pour la France. Donc on le remarque, un taux de chômage beaucoup plus bas que l'ensemble du pays. Et ce matin, j'avais la question avec le président de l'Agglo et c'est 6,3 pour le Valais de la Marne. Donc du coup, voilà, on est vraiment dans un territoire plutôt dynamique. Revenons sur les jeunes, la question que vous m'aviez posée quand même. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La Seine-et-Marne est un département jeune. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons, dans la globalité des demandeurs d'emploi, la part des jeunes est plus importante en Seine-et-Marne qu'elle ne l'est en Île-de-France. C'est 16,5 à peu près de pourcentage de jeunes inscrits à France Travail contre 14,2 en Île-de-France. En revanche, et comme vous parliez de taux de chômage que je ne peux pas vous donner, parce que c'est vraiment une donnée extrêmement difficile à calculer, parce qu'elle se calcule avec le nombre d'habitants aussi, donc voilà, ça ne se calcule pas aussi facilement que ça. Il y a quand même aussi une donnée qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement la population jeune inscrite à France Travail augmente sur cette dernière année, et surtout elle augmente beaucoup plus vite que n'augmente la totalité de la demande d'emploi. J'avais sorti quelques chiffres pour ne pas vous dire de bêtises. En fait, la demande d'emploi sur un an sur la Seine-et-Marne augmente de 1,2%. On peut dire qu'elle est atone, c'est à peu près voilà, on reste à un très bon niveau quand même de chômage. Enfin, très bon niveau, toujours trop évidemment, mais en cas un niveau, je vous l'ai dit, inférieur au niveau régional, alors qu'on augmente de 6% sur la demande d'emploi jeune. Donc encore une fois, on voit plus que la demande d'emploi globale. On va quand même se réjouir, parce que c'est aussi intéressant de se comparer, pour se dire, moi 6%, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. En revanche, en le comparant à la région c'est 11% d'augmentation sur la demande d'emploi jeune. Donc certes, on augmente un peu moins vite que la région, mais voilà, il faut être vigilant par rapport à cette augmentation. Merci. Depuis le 1er janvier, donc ça fait que 3 mois, Pôle emploi est devenu France Travail. Qu'est-ce qui a réellement changé? S'il y a eu des changements, des différences. Bon, déjà, vous avez vu un magnifique logo que j'affiche et que mes collègues aussi affichent, mais évidemment, ce n'est pas tout. Quand même, il faut juste refaire un tout petit peu d'histoire, ne vous inquiétez pas, c'est 2 mots. Juste vous dire que France Travail, en fait, il est inscrit dans la loi qui s'appelle la loi plein emploi. Oui. C'est de là, la création de France Travail vient de cette loi. Donc c'est évidemment les instances gouvernementales qui l'ont souhaité. Et pourquoi ils l'ont souhaité plusieurs... Alors je ne vais pas vous raconter la loi ici, et encore moins France Travail. Ce qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est effectivement, depuis le 1er janvier 2024, ça n'a pas été le grand soir. Nous sommes passés, nous avons changé de nom, mais vous voyez, il n'y a pas eu un truc extraordinaire. Parce que ce qui nous a été demandé, c'est de mettre en place différents paliers pour arriver, pour tendre, pour être, voilà, pour avoir comme ambition le plein emploi à 2027. Et pour ce faire, voilà, différentes choses vont se mettre en place. Alors certes, comme je vous le disais, ce n'a pas été le grand soir au 1er janvier. Pour autant, des petites choses de la loi que je dois vous dire. Donc, comme la loi le dit déjà dans son titre, la loi plein emploi, donc l'idée c'est de mettre beaucoup plus la focale sur l'emploi. Précédemment, peut-être pour un type de public, on s'arrêtait sur les freins périphériques, sur freins périphériques qui peuvent être la garde d'enfants ou les problèmes de santé qui sont réels, qui existent. Pour autant, peut-être on pouvait s'abriter, et nous aussi, un professionnel de l'emploi que nous sommes, de dire, bon voilà, la personne elle a des freins périphériques, traitons-les d'abord et on verra l'emploi ensuite. On a changé de paradigme. L'idée, c'est plutôt de dire, d'abord, traitons l'emploi parce que c'est aussi un levier pour résoudre ces fameux freins périphériques, difficultés. Donc c'est vraiment un changement de paradigme différent et voilà, d'attention très différente. Peut-être 2 choses de cette loi et du changement très importants qui sont en cours.
La première, c'est, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler dans la presse, c'est l'inscription de tous. Précédemment, on peut être bénéficiaire du RSA, par exemple, jeune en suivi mission locale, et ne pas être inscrit à France Travail. À partir du 1er janvier 2025, l'ensemble de la population, par exemple bénéficiaire du RSA, et la quasi-totalité aussi des jeunes accompagnés par les missions locales, par exemple, seront inscrits à France Travail. Du coup, notamment pour les bénéficiaires du RSA, l'idée c'est de leur offrir certes une allocation, qui seront toujours déjà, mais aussi un accompagnement qui n'est pas toujours réel et aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment le gros changement qui va se passer, je vous le dis, en janvier 2025. Et puis aussi, ce que je voulais mettre en exergue par rapport à France Travail, c'est la constitution du réseau pour l'emploi. Je vois Maria devant moi, et puis on a eu l'occasion avec les différentes missions locales du département, mais aussi Cap Emploi, par exemple, et puis aussi les collègues du conseil départemental, de mettre en œuvre des choses. L'idée, c'est... Hier, on travaillait déjà beaucoup en collaboration, évidemment. Là, l'objectif, c'est d'être en co-construction, en coopération, et les termes sont vraiment différents. Hier, on s'invitait les uns les autres, on va le dire comme ça. Demain, on fera à manger ensemble. Et c'est vrai, et c'est vraiment ça l'image, et c'est vers là où on veut aller, parce que au bénéfice à la fois des demandeurs d'emploi, des jeunes, des citoyens, à la fois de notre département, et évidemment plus largement de la France. L'idée, c'est de mettre nos offres de services en commun pour offrir encore plus de solutions aux entreprises et aussi aux demandeurs d'emploi. Justement, vous parlez des solutions. Quels sont les métiers en tension et pour quelles opportunités en Seine-et-Marne? Et après, je laisserai aussi la parole à vous, les experts RH et DRH. Alors, tous les ans, Pôle emploi hier. Alors, je vous préviens tout de suite, à partir du moment où on dit Pôle emploi, c'est 5 € dans la cagnotte. Donc vaut mieux faire attention. Donc, ça sera vraiment France Travail. Tous les ans, on interroge l'ensemble des entreprises pour leur savoir quelles sont leurs perspectives d'embauche. Donc, on vient de le faire très récemment. Et puis, on a aussi évidemment des données factuelles du nombre d'offres qui nous sont confiées. Alors, juste pour information, en Seine-et-Marne, on nous confie à France Travail à peu près 50 000 offres par an. C'est un département, il y a pas mal d'offres. Mais on nous confie 50 000 offres. Pour autant, nous mettons en diffusion près de 170 000 offres. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, la dame? On leur confie pas 50 000, 170 000. Je vous explique en 2 secondes. Nous mettons en diffusion sur le site francetravail.fr l'ensemble des offres qui sont aussi confiées à nos partenaires. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y ait un seul clic, une seule entrée. Et du coup, très bien, toutes les entreprises ne sont pas obligées, même si on le sait, c'est quand même vachement bien de travailler avec France Travail, mais toutes les entreprises ne sont peut-être pas obligées de passer les offres à France Travail, mais si c'est, je sais pas, une mission locale à Indeed ou à d'autres job boards, on les agrège sur notre site, et du coup, un demandeur d'emploi, il peut cliquer et il a l'ensemble, l'exhaustivité des offres déposées. Ensuite, en Seine-et-Marne, quels sont les métiers qui recrutent? Donc on a, je vous l'ai dit, besoin en main-d'œuvre qui nous donne des éléments, et puis aussi des éléments un peu plus factuels. Le premier... alors pardon, je voulais dire quand même quelque chose avant de parler de ces métiers-là. Alors certes, nous sommes le plus beau département de France, tout ça, tout le monde le sait, parce que nous sommes de la terre du monde, puisque nous sommes à Seine-et-Marne. Pour autant, on ne vit pas en huis clos. Et il y a aussi, les Seine-et-Marnais peuvent aussi aller trouver du travail ailleurs, d'autant plus que l'Île-de-France est quand même une région dense, et c'est assez simple d'aller sur Paris. Donc certes, je vais vous donner le top 3, top 4 des métiers recherchés. Pour autant, encore une fois, les opportunités, elles sont très larges, et elles existent certes chez nous, mais aussi sur les autres départements franciliens. Alors, le premier, et puis là on est dans un territoire où ça va parler, le premier métier recherché, c'est employé polyvalent de cuisine. Donc ça veut dire c'est aide de cuisine, c'est bizarre, hein? Pizzaiolo, plongeur, on s'attendait pas du tout, etc. Alors en Seine-et-Marne, c'est plus de 2000 besoins quand même, hein, donc, et d'offres déposées tous les ans sur ce métier-là. Le deuxième, c'est agent d'entretien de locaux.
avec à peu près 1500 offres et 1500 besoins par an sur le département. Alors après, on sait quand même que sur ce métier, on peut être aussi sur des temps de travail un peu plus courts parfois, et pas du temps plein, moins facilement en tout cas du 35 heures. Mais en tout cas, c'est un métier aussi pas mal recherché. Et puis, nous sommes aussi un département où le transport logistique a une grande place. Donc très vite arrive effectivement le métier d'agent de manutention, pour à peu près de 1000 postes. Et puis enfin, un métier dont on a parlé pas mal ce matin aussi, c'est aide à domicile, pour le maintien des personnes à domicile, aide ménagère à domicile, et que c'est effectivement à peu près pour 1000 postes. Et puis après, de façon, je termine, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier, de façon un peu plus globale, on a tout ce qui est chauffeur, quand même, à la fois chauffeur poids lourd, mais aussi chauffeur de voyageurs. Et si on additionne ces deux postes, on est là aussi à 2000 postes. Donc vous dire quand même, on a des poches, des besoins qui sont importants sur certains types de métiers, oui. Et merci d'avoir précisé ça, parce que du coup, quelle est la position, comment dans vos secteurs respectifs vous arrivez à recruter dans des métiers qui sont encore en pénurie? On a parlé des métiers de la restauration, de certains métiers de la maintenance également. Est-ce que vous avez du mal à recruter? Comment ça se porte, le marché de l'emploi dans vos secteurs respectifs? On peut commencer par vous, Virginie. Alors, on citait les métiers de la cuisine. Alors, plus particulièrement, la Center Park Village Nature Paris, on a ouvert un restaurant en propre il y a 2 ans. Donc, effectivement, en plus, c'était après Covid. Donc, c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que c'était pas simple de recruter dans les métiers de la restauration. Et là-dessus, pour le coup, comment est-ce qu'on attire ? Eh bien déjà, grâce à notre ADN, j'allais dire, le fait qu'on soit justement une entreprise responsable, engagée sur ce domaine-là. On a une centrale de géothermie sur site. On est beaucoup en train de travailler sur des produits qui sont des produits locaux. Donc notamment, l'autre jour, je discutais avec une serveuse qui est chez nous et qui a fêté ses 1 an d'ancienneté au niveau du restaurant Les Délices de la Ferme, et qui me disait, voilà, moi je suis vraiment ravie de travailler chez Village Nature. Pourquoi ? Parce que justement on travaille sur des produits locaux, etc., et qu'on a un environnement de travail qui est hyper agréable, qu'elle n'a pas forcément connu ailleurs. Donc on travaille là-dessus pour attirer aussi nos candidats, j'allais dire. Et après, les métiers pénuriques, on a aussi les métiers aquatiques. Donc là, je regarde Madame Cantero, parce que merci beaucoup à vous au niveau de France Travail, puisque tous les ans, on a une POI sur les métiers aquatiques, donc BNSSA, sauveteurs secouristes aquatiques. On a une 60aine de sauveteurs secouristes aquatiques et maîtres nageurs dans notre espace Aquamundo. Donc c'est vrai que tous les ans, on a ce dispositif-là. Et puis on est aussi entreprise engagée et inscrite sur la plateforme Immersion Facilitée. Donc ce qui nous aide aussi, c'est justement de proposer des PMSMP, donc des périodes de mise en situation professionnelle. Voilà, donc pour les métiers pénuriques, ça peut être un stage en immersion dans le domaine des espaces verts. Ça peut être, on a engagé en fait une personne comme ça en stage qui était en reconversion dans le milieu bancaire et qui voulait découvrir le métier de maître nageuse. Donc voilà, on lui a proposé un stage chez nous. Enfin, voilà, c'est vraiment différents leviers qu'on vient actionner pour attirer, répondre et attirer. Bien sûr. Ivan, dans votre domaine, dans votre secteur? Eh ben, écoutez, dans notre domaine, c'est assez compliqué, justement, la partie RH recrutement. Donc il a fallu réfléchir justement à mettre en place des nouveaux moyens de recruter, d'attirer, donc être les plus beaux, être les plus gentils, les plus sympas. D'accord, ok. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors justement, dans le cadre du développement de l'entreprise, on a construit un nouveau bâtiment, justement qui est très agréable pour nos collaborateurs, qui va favoriser justement également l'échange. Quand on parlait de sympathique, c'est vraiment également la partie esprit d'équipe. Voilà, moins d'individualité, mettre en avant l'équipe. Et on en parlera, mais pour attirer les jeunes, parce que nous, on cible vraiment une population qui est plus ou moins jeune et qui va s'adapter aux nouvelles technologies, c'est l'innovation, les solutions innovantes, un peu plus de flexibilité, de la proximité également, parce que ça ne marche pas qu'avec les clients, ça marche également avec nos collaborateurs. Et on essaye encore une fois justement d'attirer, mais également de conserver nos talents.
Parce qu'une fois qu'ils rentrent dans l'entreprise, il faut les fidéliser. Il faut les intégrer, les fidéliser. Par contre, c'est vrai que c'est compliqué parce que voilà, on a beaucoup de concurrents sur un marché qui est très dynamique et c'est un peu compliqué. Donc on va piocher un petit peu chez nos concurrents et puis on essaie également de prendre des nouvelles personnes, enfin des jeunes qui viennent de sortir des études et un peu de les façonner. C'est un peu la pierre brute qu'on va façonner pour que ça devienne un diamant dans le cadre de notre projet. Cécile, comment ça se passe à Disneyland Paris? Très bien. Mais nous aussi, on peut avoir des difficultés pour recruter. Donc, on parlait de la restauration, les BNSSA aussi, enfin les maîtres nageurs sauveteurs aussi chez nous. En fait, on a beaucoup travaillé sur notre marque employeur et ce qui va nous différencier, en tout cas ce qui va attirer les candidats sur le marché, ce qui va les intéresser. Ça peut être nos offres de salaire, le fait qu'on ait une politique de mobilité interne extrêmement dynamique, qu'on propose énormément de formations, des changements de métier, mais pas que. En fait, dans la restauration, par exemple, on a une offre de restauration qui est extrêmement diverse. On a des services à table, on a des restaurants, on a aussi ce qu'on appelle les QSR, donc les quick service restaurants, un peu comme au McDo. On a des kiosques, etc. Et en fait, ce sont autant de métiers différents et de façons de faire la cuisine et des produits différents. Et c'est ça aussi qui va pouvoir les intéresser, c'est la diversité. Et c'est finalement de pouvoir évoluer et apprendre de nouvelles techniques sans avoir à démissionner en fait, et aller dans un autre restaurant en face. On suit beaucoup sur la formation et puis grâce à l'alternance, à une politique d'alternance assez dynamique, et on propose évidemment à nos alternants à la fin de leur diplôme des CDI ou des CDD. C'est aussi grâce à ça qu'on peut dynamiser et pallier aux problématiques de recrutement. Vous avez le micro, donc je vous laisse aussi répondre à une autre question. Quelle est la place qu'occupent les jeunes sur ce marché et au sein des effectifs de Disneyland Paris? Après, vous direz aussi dans vos entreprises respectives. Alors, dans nos effectifs, on a tout confondu, c'est un peu plus d'un quart des 18-25 ans. On peut recruter un peu en dessous de 18 ans pour les petites vacances et l'été, mais on va les laisser un peu de côté pour le moment. Mais pour les 18-25 ans, c'est à peu près un quart de nos effectifs. En revanche, c'est quasiment 75% de nos recrutements sur les CDD saisonniers. Parce que c'est beaucoup d'étudiants en fait, qui viennent travailler aux vacances d'Halloween, de Noël, etc. Et en fait, ces candidats-là, on va peut-être pas leur dire la même chose que des personnes qui vont chercher un CDI sur des fonctions support, par exemple. Donc c'est pour ça que je parlais de marque employeur tout à l'heure et de marketing RH. Et on a segmenté, en fait, comme du marketing, on a complètement segmenté notre discours selon notre audience et nos publics, selon leurs besoins, ce qu'ils vont chercher, et on ne dit pas forcément la même chose à tout le monde, et on ne leur parle pas de la même façon, mais on ne leur parle pas sur les mêmes canaux non plus, selon qui ils et elles sont. Ivan, chez ITQ, comment ça se passe? Combien de jeunes travaillent chez vous? On va dire à peu près 10%, un peu plus. Voilà. Vous êtes au total 300 salariés, il me semble. C'est ça, exactement. Et ça a amené à évoluer justement, on rajeunit d'année en année. Alors ça, c'est vraiment lié effectivement aux nouvelles technologies, parce qu'on a besoin d'avoir des profils qui s'adaptent plus rapidement. Pas que l'ancienne génération ne s'adapte pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus intuitif pour les jeunes. Enfin, je m'inclus en étant jeune, bien sûr. Non, mais en fait, voilà, on est une entreprise qui est jeune, qui est en forte croissance, et effectivement, on a besoin de plus de jeunes, justement, et qui est également cet effet de transmission de ceux qui partent à la retraite, de ceux qui sont compétents. La transmission des savoirs. Exactement, qui transmettent à des personnes qui sont en capacité de recevoir, justement. Virginie? Alors, pour Center Parcs Village Nature Paris, donc on a une moyenne d'âge de 32 ans, donc sur nos 240 salariés à date, et ça monte en saison. Et tout comme Disneyland Paris, pour la partie saisonnier, beaucoup d'étudiants qui sont franchement des profils vraiment top, j'allais dire. On en a rencontré là aujourd'hui au salon. Donc voilà, pour la moyenne d'âge, je l'ai dit tout à l'heure, on a plus de 25 alternants. Donc on a pu être labellisé Happy Trainees au niveau de Center Parcs France. Donc c'est une entreprise où il fait bon vivre. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie, en tout cas, jeune. Oui, merci. Marco, qu'est-ce que vous voulez rajouter?
Oui. Ce qu'il disait juste avant, la question d'avant, je ne peux pas vous dire combien Bien de sûr. jeunes dans les effectifs. Je veux juste vous dire qu'il y a 700 salariés en Seine-et-Marne à France Travail. Ah oui, voilà, c'est bon. Jusque-là, je parlais dans Non, non, c'est bon. Ça marche pas. Ah, ça ne marche pas? Ok. Écoutez, merci. Merci. Comme on travaille beaucoup en collaboration, on se prête même les micros, merci beaucoup. Du coup, juste parler d'attractivité, parce qu'effectivement, vous le disiez, il y a effectivement des métiers qui sont pénuriques, il y a quand même beaucoup de métiers sur lesquels il est difficile de recruter, mais vous l'avez dit, tous les trois, il y a clairement l'attractivité. Certes, ça passe par le salaire, mais aussi les conditions de travail. Les gens recherchent beaucoup ça aussi. Donc il y a aussi ça à mettre dans la balance quand on recrute. Et puis, j'ai l'habitude de le dire, malheureusement, vous êtes les uns, enfin malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes en concurrence les uns pas avec les autres. Donc du coup, c'est un peu à celui qui offre les meilleures conditions, en tout cas pour les mêmes profils. Et puis, je voulais juste mettre le point sur deux choses. Les formations d'adaptation, effectivement, qui sont de vrais leviers pour embaucher. C'est-à-dire que la personne n'a pas toutes les compétences, c'est sûr. En revanche, vous pouvez la former et lui faire acquérir ses compétences au sein même de l'entreprise. Alors, on le voyait tout à l'heure avec les managers software, par exemple. Et puis aussi, vraiment, j'appuie beaucoup sur l'immersion professionnelle et que l'ensemble des entreprises accueillent des personnes en immersion professionnelle. Ça a vraiment plein de vertus. Alors pour le coup, pour le jeune, parce qu'on est plutôt sur une thématique jeune, de se rendre compte de la réalité du métier in situ, parce qu'on a tous plein de rêves, d'idées, d'images, mais finalement, quand on le vit, c'est peut-être parfois pas si sympa, en tout cas différent, effectivement, ou au contraire, beaucoup plus enthousiasmant que ce qu'on pouvait penser du métier. Donc vraiment, j'incite toutes les entreprises à aller se mettre sur immersion facilitée et pouvoir offrir le fait d'accueillir des personnes. Et c'est aussi, alors pour le jeune ou la personne moins jeune, c'est vraiment très bénéfique, mais aussi c'est très bénéfique aussi pour l'entreprise, ça lui permet de capter aussi des profils qui peut-être ne seraient pas venus directement vers elle. Donc voilà, juste ajouter par rapport à l'attractivité ces deux éléments-là. Et justement, vous parlez d'attractivité, ça me fait faire le lien. Pour pouvoir attirer ces jeunes, il va falloir bien connaître leurs attentes. Alors, je vais vous partager un rapport, le rapport des jeunes au travail publié en novembre dernier, donc ça fait quelques mois, par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, dans lequel, figurez-vous, je découvre avec grand plaisir 7 principaux critères que les jeunes prennent en considération dans le choix de leur métier, de leur emploi. Sans doute, vous devez les connaître, mais est-ce que vous avez une idée? Alors, je ne vous fais pas dire les 7, à la limite, les 3 premiers. Avez-vous une idée quels sont les 3 premiers critères que les jeunes prennent en considération pour choisir un emploi plutôt qu'un autre? On a des jeunes ici dans la salle. J'aimerais bien que des jeunes prennent la parole. On peut vous passer le micro. Ou en tout cas, vous, qu'est-ce que vous recherchez moi, je ne peux pas bouger, parce que j'ai promis de ne pas bouger. Donc, c'est Corinne qui va vous passer le micro. Alors, voilà, merci. La réputation. Bonjour, Karine. La réputation. En tout cas, la réputation de l'entreprise, comment elle se comporte avec ses collaborateurs. La marque employeur. Ça aussi, mais ça ne fait pas forcément partie des 3 premiers critères du choix d'un jeune. Mais effectivement, ça fait partie aussi. Qui va répondre? Quels sont les autres? Qu'est-ce que ça pourrait être le critère principal du choix d'un emploi? Alors, et tu sais, et c'est effectivement ça, vous disiez? Moi, j'allais dire donner du sens, avoir un sens. En fait, ça aussi, ça fait partie effectivement. C'est comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et exactement, le contenu, ça c'est en 3e position. Eh bien, merci beaucoup. Et c'est aussi l'argent, premier critère de choix d'un emploi. Voilà, c'est pas du tout étonnant, c'est le niveau de la rémunération. En gros, les jeunes, ils cherchent un emploi qui est bien rémunéré, ce qui est logique. Et apparemment, il n'y a pas trop de différence avec les candidats qui sont un peu plus âgés. Il n'y a pas de différence à ces niveaux-là. Il n'y a pas de différence générationnelle. Hein. Non, du tout. À ces niveaux-là, du tout. 2e critère. Suspense. L'équilibre entre la vie privée et professionnelle. Pareil, il n'y a pas de différence non plus intergénérationnelle du tout. On cherche un emploi qui donne la possibilité de concilier la vie pro et perso. Et en 3e position, l'intérêt du travail.
c'est quel est le contenu. Je vais vraiment bien comprendre comment moi, je peux apporter mon aide, mais il faut que je comprenne bien qu'est-ce que je vais faire. Et puis, on trouve en 4e position la possibilité d'évoluer, de faire carrière. En 5e, la sécurité de l'emploi, suivi des avantages sociaux et de la possibilité d'agir au travers de son propre travail sur des sujets qui tiennent à cœur les jeunes. Donc, voilà les critères. Est-ce que vous êtes surpris par rapport à ça? Non, je ne pense pas trop. Non. Cécile? Non. Et tout? Non, nous, on le voit, en fait, avec l'équipe marketing RH qu'on a, on fait pas mal d'enquêtes de personnes qui vont partir, qui viennent, enquête de réputation, etc. Et pour comprendre, en fait, ce qui fait que les gens ont envie de nous rejoindre, en dehors même des générations. Et sans surprise, le salaire fait partie des critères de choix. Alors, c'est au regard d'autres critères, mais quand à un moment, il faut prendre une décision, si le critère de l'argent n'est pas à la hauteur de ce que les gens attendaient, ils ne viennent pas. Vous êtes d'accord, Yvan? Alors moi, je tentais de vous dire que c'est un petit peu corrélé également au climat social aussi. Hein. Oui. Là, on a une forte pression au niveau de l'inflation, ça coûte plus cher, tout coûte plus cher, donc les gens forcément recherchent à gagner un peu plus d'argent, ce qui est tout à fait normal, hein, parce qu'on a tous des aspirations. Après, effectivement, l'équilibre, comme je disais avec Virginie, après le Covid, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. L'équilibre vie pro, vie perso, voilà. Et c'est également, je dirais également un gage de pérennité pour l'employeur. Oui. Parce que quand justement les collaborateurs se sentent bien équilibrés dans un cadre qui favorise en tout cas cet équilibre, bah oui, ils restent. Alors par contre, moi, j'avais peut-être une petite suggestion, mais qui apparaît pas dans le top 7 et qui revient régulièrement, en tout cas dans les entretiens que j'effectue, c'est le télétravail, effectivement. Le télétravail. C'est dans l'équilibre. Mais ça, c'est l'équilibre, voilà, en fait, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas, oui, peut-être, certainement. Oui. Ça, c'est vrai, ça vient souvent. Mais est-ce que dans vos domaines respectifs, est-ce que vous pouvez promouvoir le télétravail? Alors, moi, j'ai un petit problème. Alors, avec mon associé, on est peut-être un peu de la vieille école, mais on aime avoir nos collaborateurs à côté de nous parce qu'on estime que d'avoir les gens en face de soi et d'échanger avec eux en face-to-face, c'est beaucoup plus simple que de les avoir à distance. Maintenant, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des problématiques qui peuvent nécessiter le télétravail. Donc, je dirais, après le Covid, on envisage toujours, par rapport aux moyens informatiques qu'on a mis en place, la possibilité du télétravail, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un Covid numéro 2, ce qu'on n'espère pas. On n'espère pas. Non, mais voilà, le rôle également d'un dirigeant, c'est de prévoir, d'anticiper. Oui. Mais c'est vrai qu'encore une fois, la partie, si on arrive à faire... en tout cas, faire que les personnes gagnent bien leur vie dans un environnement qui est agréable et dans lequel, justement, qui est sympathique également. Et dans le 77, en plus, le cadre est magnifique. Ce matin, j'étais sur le chantier de notre nouveau siège. Franchement, je me suis arrêté pendant une demi-heure. J'étais assis, je regardais, je dis mais c'est quand même, c'est top quoi, de s'asseoir dehors, de juste pas beaucoup de bruit. C'est verdoyant, c'est agréable. Et ça change, je pense, beaucoup de choses. Parce qu'on ne peut pas tout acheter avec l'argent, malgré qu'on soit dans une société de consommation, dans les réseaux sociaux. Mais d'être dehors, à l'air libre comme ça n'a pas de prix. Enfin, pour moi, en tout cas. C'est vrai. Virginie, un mot sur ces critères. J'allais dire, tout vient d'être dit sur la partie, justement, environnement de travail. Alors, effectivement, le niveau de rémunération, c'est le nerf de la guerre. On l'a dit aussi tout à l'heure, on est sur un bassin qui est hyper concurrentiel. Et effectivement, c'est pas simple d'attirer les candidats et de les garder, parce que c'est vrai que c'est pas le tout de les attirer, il faut aussi pouvoir les fidéliser, c'est hyper important. Donc oui, l'environnement de travail, après quand on parle d'environnement de travail, c'est vraiment un tout. Comment je me sens dans mon équipe, comment je me sens dans l'entreprise, comment je me sens dans le groupe dans lequel je suis. Est-ce que je sais qu'il y a justement des possibilités d'évolution? Quel type d'avantages est-ce qu'on peut proposer à nos salariés? C'est tout ça qui fait que c'est un package, j'allais dire. C'est vraiment un package global. Oui, c'est ça, bien sûr. Peut-être sur le salaire, parce qu'on imagine le salaire fixe, brut, tout seul. Les primes, etc. Et je pense que en fait, ce que les entreprises peuvent mettre en avant, et ce sur quoi on a tout intérêt à être transparent, c'est tous les à côté qui ont aussi un impact sur le pouvoir d'achat. Et qui, donc pas les entrées au cinéma ou ce genre de choses, mais ça pourrait remarquer, mais c'est aussi tout ce qui a un impact sur le pouvoir d'achat et qui sont à côté du salaire.
Là, à Disney, on vient de mettre en place le défraiement kilométrique, par exemple. Voilà, en fait, il y a des mesures quand même qui peuvent être intéressantes pour l'entreprise, qui font quand même partie du package salarial et qui, en fait, qu'on a tout intérêt à partager avec nos candidats. Et en fait, je me dis peut-être que d'avoir une politique claire et transparente, même vis-à-vis du marché, en fait, vis-à-vis de l'externe. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire sur nos annonces. On essaye d'être le plus transparent possible sur ce qu'on offre. Et on voit qu'il y a un impact plutôt positif là-dessus, sur le nombre de candidatures qu'on récupère. Ouais. Un mot sur l'apprentissage, je pense qu'on ne doit pas trop tarder non plus, si on veut aussi laisser la place. Et si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas, faites des signes. Je mets même les lunettes au cas où je ne vois pas très bien. Un mot sur l'alternance. En quoi la formation des jeunes est une chance pour les entreprises, d'un point de vue de recrutement, de responsabilité sociétale? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'apprentissage. Donc, est-ce que le fait de donner de l'importance à l'apprentissage permet d'attirer davantage des jeunes et du coup de les fidéliser aussi? J'allais dire, les jeunes, le fait d'avoir des jeunes chez nous et puis d'avoir un mix d'ailleurs, jeunes et moins jeunes, ça permet aussi d'avoir une vision des choses qui est autre, d'avoir une richesse humaine qui va être, que les jeunes vont pouvoir apporter, que ce soit par rapport à leur vécu ou par rapport à... je dis n'importe quoi, leur ressenti. En tout cas, ils ont une force de proposition. On sent qu'on est avec des jeunes qui sont impliqués, qui sont investis, parce que parfois, on peut entendre, et à mon sens, c'est vraiment une idée reçue, et ce qu'on peut entendre, c'est les jeunes ne sont pas impliqués, ne sont pas investis. À mon sens, après, je parle à titre personnel, mais en tout cas, de ce que je perçois et de mon expérience, c'est plus une question vraiment de personnes que d'âge. Et on a des jeunes justement qui sont investis, impliqués et qui nous font confiance parce qu'on leur fait confiance et qui font avancer l'entreprise. Donc c'est capital à mon sens. Et quelle est votre stratégie en termes d'apprentissage ? Alors, on a donc plus de 25 alternants. Donc l'objectif, c'est justement de pouvoir conserver ce pourcentage d'alternants chez nous. Pour, derrière, l'objectif également, c'est quand on a des opportunités et qu'on sait qu'on a identifié des alternants, alternantes qui ont été performants et qui se sont sentis bien chez nous, de pouvoir les garder en CDI. Quand on a des opportunités, on a pu le faire par le passé. Donc dès qu'on peut, effectivement, c'est ça de gagner, c'est gagnant-gagnant, j'allais dire. Ivan, et chez ITQ, vous avez des alternants ? Oui, bien sûr, on a des alternants. Et, alors déjà, le premier effet des alternants, c'est qu'ils amènent un coup de jeune à l'entreprise. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les seniors aiment transmettre. Pour eux, c'est un challenge également de transmettre, c'est valorisant, de transmettre leur expérience qu'ils ont acquis durant toutes ces années. Le deuxième effet également, ce qu'on a pu constater, c'est que le succès au niveau RH chez nous, les grands succès, les best-sellers ont été vraiment des gens qui sont arrivés jeunes et qui ont grandi dans le cadre de l'entreprise, avec l'entreprise. Et aujourd'hui, oui, pour nous, c'est quelque chose d'assez qualitatif comme démarche, parce qu'ils viennent tôt, on les façonne. Alors, dans la plupart des cas, ça fonctionne. Parfois, ça ne marche pas. Oui. Mais ça a été en tout cas une expérience qui a été enrichissante. Et ça permet également de se confronter au regard des jeunes. Parce que parfois, on a la tête dans le guidon, les années, elles passent, on trace. Et parfois, on s'aperçoit qu'on est passé à côté de certaines choses. Et les jeunes nous rappellent parfois également les challenges que l'on a à manager, à accompagner, l'accompagnement, parce que c'est pas tout de prendre des alternants. Faut aussi les accompagner, il faut aussi leur apprendre, leur mettre le cadre, parce qu'ils ont tendance à déborder un petit peu. Mais globalement, ça se passe bien et on est assez content. Et on s'aperçoit que, en fait, c'est également un état d'esprit. Et voilà, qu'on soit jeune ou qu'on soit un peu plus vieux, quand vous avez la volonté, il y aura toujours un chemin pour évoluer, pour grandir. Cécile, il y a une campagne pour les alternants qui va démarrer dans quelques semaines. La semaine prochaine, pardon. Lundi, voilà. Donc dans quelques jours. Oui. Donc nous aussi, on accueille évidemment beaucoup d'alternants et d'alternantes sur tous nos métiers opérationnels et sur les fonctions support. L'un des objectifs de l'alternance chez nous, c'est de pouvoir évidemment d'accompagner ces étudiants tout au long de leur alternance pour pouvoir à la fin de leur alternance leur proposer un CDI ou un CDD. Donc c'est, je dirais, le futur de nos salariés.
Donc évidemment, on investit dans leur accompagnement, dans leur formation, et parce qu'il y a aussi beaucoup de transmissions sur nos métiers techniques, par exemple, beaucoup de transmissions technologiques que les plus expérimentés aiment faire, c'est vrai, et ont à cœur de faire pour former la relève et la future génération. Et je rejoins complètement Virginie. Je trouve que c'est assez dur d'entendre parler des gens sur en plus les jeunes comme si c'était un groupe homogène et qu'ils se ressemblaient tous et qu'ils étaient tous les mêmes et qu'ils avaient tous les mêmes besoins et que les 18-25 ans en gros aimaient pas travailler. Enfin bon, nous on voit pas ça. C'est loin d'être un groupe homogène, clairement. Il y en a qui arrivent sur le marché du travail à 15-16 ans, d'autres arrivent sur le marché du travail à 23 ans. Enfin bon voilà, avec des vies et des parcours très différents, et il faut faire extrêmement attention parce que ça renforce les stéréotypes. Je suis assez contente qu'on ne parle pas aujourd'hui des millennials, de la Gen Z, etc. Parce qu'il faut vraiment arrêter de faire ça, vraiment. C'est délétère et voilà, ça fait que renforcer nos stéréotypes, et alors que faire de l'intergénérationnel, c'est quand même ça qui... c'est la richesse de nos entreprises. Merci. Dernière question pour vous, Margot. On parle d'accompagnement. Plusieurs reprises, le mot accompagnement est sorti. Quel dispositif met en place France Travail pour accompagner les entreprises à mieux recruter, surtout dans des métiers en difficulté, ainsi que les jeunes à trouver un emploi? Je vais commencer par les jeunes. Pour le coup, déjà, on a une offre de services dense, pléthorique. L'accompagnement, on le met en place depuis de nombreuses années. Mais effectivement, et pour juguler un peu cette augmentation du chômage des jeunes, on a mis en place... Et aussi, je suis désolée Maria, du coup je vous cite beaucoup, mais parce que vous êtes en face de moi et puis parce que c'est vrai, nous faisons partie du réseau pour l'emploi. C'est avec la mission locale, on a mis en place le contrat engagement jeune très récemment, et avec les missions locales, et du côté de France Travail, wow, j'ai failli. Ouais. L'accompagnement intensif jeune aussi, qui est un accompagnement un peu particulier. L'idée de ces deux accompagnements, c'est quand même de faire plus et plus, c'est-à-dire de les mettre, d'intensifier clairement l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il soit plus dense, plus régulier, avec voilà, des points plus réguliers et fréquents. Du coup, j'ai sorti alors, pour vous donner un ordre d'idée un petit peu sur ce qu'on a mis en place sur le département, sur les jeunes. On a fait entrer dans le dispositif, il me semble avoir vu quelque part, mais c'est pas grave, c'est ça, 4600 jeunes qui sont entrés dans ces deux dispositifs, que ce soit le contrat engagement jeune ou en 2023, et l'accompagnement intensif jeune, et pour 41% d'entre eux qui sont repartis à l'emploi. Donc c'est quand même conséquent. C'est-à-dire que quand on met les moyens, quand on est derrière, quand on met en œuvre, qu'il y a des conseillers, je remercie ceux qui sont là aujourd'hui, quand il y a des conseillers qui sont là, qui les accompagnent vraiment plus, ça donne des résultats. Donc 41% d'entre eux sont repartis à l'emploi et 9% ont repris une formation à partir du moment où on met des moyens sur leur accompagnement. Et pour les entreprises, on a déjà dit beaucoup de choses. On a essayé de diversifier depuis plusieurs années maintenant notre offre de services. Moi, mon leitmotiv, c'est, outre tout ce qu'on peut faire, alors du stade vers l'emploi, les immersions, la méthode de recrutement par simulation, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on peut vous offrir, et vous le savez. Moi, vraiment, mon leitmotiv, c'est on est là pour vous et on peut s'adapter tout le temps. Et d'ailleurs, je pense que, alors pour le coup, et Disney, alors un peu moins vous, tant pis, mais ça viendra. Ça viendra peut-être. Et Village Nature le savent, mais vraiment l'idée, c'est que évidemment, on a une offre de service qui est dense et qui peut s'adapter, mais on peut aussi faire du sur-mesure pour vous. En fonction des besoins qui sont les vôtres. Donc voilà, c'est vraiment le message que je souhaite vous passer. Certes, on a une offre de service, on la déploie, on la met en œuvre pour l'ensemble des entreprises, mais en plus, on peut faire du sur-mesure. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas. Bien sûr. Alors attendez, on va vous passer le micro. Merci. Marie, du coup, on a bien retenu votre prénom. Maria, pardon. Alors, venez ici, au moins comme ça vous serez aussi. Parce qu'apparemment, il ne marche pas. Tenez. Merci. En qualité de directrice de la mission locale, ce que je voulais vous dire à tous, c'est qu'effectivement, cette jeunesse, c'est notre grandeur.
Leur curiosité vivifie la nôtre en permanence. Ça nous empêche tous de vieillir. Je suis fière d'avoir fait 20 ans de présence avec les 16-25 ans qui m'ont épanouie durant toutes ces années. On a pourtant un public, nous, qui est plus en difficulté que celui du Pôle emploi, évidemment. Hein, c'est pour ça qu'on est différents. Et... Pardon ? C'était France Travail. Ouais. Je vais les mettre, les 5 €, c'est pas grave. Et je tenais juste à remercier tout le monde, tous les élus, tous les partenaires qui nous ont fait confiance, qui nous font confiance, évidemment les entreprises, parce que sans vous, il n'y a pas de social. Et vraiment, je voulais vous remercier de cette table ronde et de penser à ces jeunes qui sont notre priorité. Merci Maria, merci beaucoup. Merci Maria. Il me semble qu'il y avait une autre question dans la salle. C'est vous, oui, merci. Là. Sinon, je peux passer le mien. Il marche, c'est bon. Oui. Alors, moi, je ne peux toujours pas bouger. C'est bon, merci. Je vous passe le micro. Bonjour, je m'appelle Catherine Desmarais, donc je suis élue à Villeneuve-Saint-Denis. Simplement, on a parlé de l'attractivité que vous offrez pour les jeunes. Je voulais juste dire également qu'il y a des freins pour l'emploi des jeunes, à savoir la mobilité. Voilà, parce que moi, je fais partie d'un territoire où la mobilité n'est pas facile. Quand il y a le tropisme, bien sûr, des loisirs, et là, on ne quitte pas à 17h ni à 19h. Et là, pour rentrer chez soi, c'est une problématique. Je voulais juste la soulever, mais je suis sûre que notre territoire fera beaucoup d'efforts. J'en suis certaine, puisque je fais partie de l'équipe de Thierry. Peut-être pour ajouter, alors on sait que la mobilité est un frein. Depuis que Disneyland Paris a ouvert, on propose des logements avec certains de nos contrats, CDD ou CDI. On a 2 résidences et puis on travaille avec des résidences temporaires parce qu'on sait que et la mobilité et le logement peuvent être un frein aussi à l'emploi. D'autres questions ? Pardon, juste peut-être pour... Oui, bien sûr, en fait, Marco. dans le pacte, on a différents dispositifs déjà pour aider à la mobilité. Il y a par exemple la location des scooters qu'on va privilégier, la location de voitures à plus bon marché. Il faut déjà avoir son permis, je vous l'accorde, pour conduire une voiture. Et puis, on essaie de mettre en place des choses. Et pour le coup, avec le département de Seine-et-Marne, c'est un des sujets qui a été identifié comme à améliorer, on va se le dire comme ça. Et ce sera aussi sans doute l'occasion, je l'évoquais tout à l'heure, des réseaux pour l'emploi, parce que les réseaux pour l'emploi qu'on va mettre en place dans le cadre de la loi plein emploi, certes, il y a le niveau national, régional, territorial, donc départemental, mais aussi local, départemental, et ça pourrait être des sujets à traiter avec tous les partenaires qui se mettront autour de la table pour trouver des solutions. Je vais vous donner juste un élément, mais pour le coup, c'est les entreprises qui l'avaient mis en place. C'est aussi la mise en place du covoiturage intra-entreprise qui marche très très bien. Je l'ai vu dans une entreprise de transport et de logistique avec des 3-8, des 2-8 et donc des décalages de personnes. Et à l'intérieur même de l'entreprise, il peut aussi se mettre des choses en place. Donc je pense que c'est tous ensemble qu'on peut trouver et avoir des solutions pour ce frein. Je vais mettre des guillemets à frein. Merci. S'il n'y a plus de questions, je vais donner la parole à Corinne. Mais avant tout, je tiens à remercier et je voudrais que vous fassiez un grand applaudissement nos intervenants, Margot Quintero, Cécile Balta, Ivan Marciano et Virginie Reter-Morin. Merci beaucoup. Un grand merci à l'équipe technique qui est là et qui a pu filmer l'intervention, donc la table ronde, et je laisse la parole à Corinne. Et un grand merci à toi, Elisabetta. Tu as conduit avec brio cette table ronde. Merci. Et je crois que tout le monde peut t'applaudir. Un grand merci à vous d'être présents. On est très contents du succès du salon d'aujourd'hui. Donc, en nombre d'exposants, un record cette année. Et je vous annoncerai sûrement à la fin de la table ronde le nombre de participants en visiteurs. Mais on est assez confiant d'avoir dépassé le nombre de l'année dernière.
Je vous invite à prendre le verre de l'amitié. Un grand merci à vous. Évidemment, ce salon ne pourrait avoir lieu sans les entreprises du territoire de Val d'Europe. Et à très bientôt. Merci.